qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut très bien rentrer comme infirmier et faire des formations pour évoluer. Donc, le sujet de cette soirée, c'est, voilà, on peut démarrer par exemple comme ASH et aller vers, par exemple, l'aide-soignant. Donc, je vais passer la parole à Madame Lerouellet qui va déjà démarrer par vous présenter un petit peu le cadre des métiers de la santé. Qu'est-ce que c'est? Oui, donc bonjour à tous. Si on le reprend, en fait, la Cité des métiers nous avait interrogé par rapport à mettre en avant tous les métiers de la santé. Et en fait, avec mes collègues, on a pensé qu'il se serait bien de faire des focus sur plusieurs tremplins et en commençant par le focus sur entre les aides-soignants et les agents de services hospitaliers, ASH, parce que à l'hôpital, les métiers correspondent à 250. Il y a 250 métiers à l'hôpital et il est très compliqué de présenter en 1h30, 2 heures tous ces métiers de la santé. C'est pour ça qu'on a fait ce focus sur l'aide-soignant. Donc, par rapport au métier de l'aide-soignant, les aides-soignants sont à une formation de 1 an et après travaillent dans différents endroits. Et c'est pour ça que vous pouvez aller voir le film ONICEP sur le métier d'aide-soignant qui est très complet. Je m'appelle Mavinzi Colette, je suis aide-soignante, j'ai 44 ans et après avoir fait un bac+2 de commerce puis un CAP de coiffure, je me suis orientée pour passer le concours d'aide-soignante. C'était en 2010. Donc, que j'ai obtenu mon diplôme. Puis, j'ai travaillé dans divers établissements EHPAD. Je travaille depuis 2018 à Yves-le-Foll, au centre gériatrique des Capucins. Et j'y suis toujours. Lorsqu'on est aide-soignante, on commence le matin très tôt. C'est un métier qui a des horaires assez atypiques. C'est-à-dire le matin, nous commençons à 6h45. Nous arrivons, les transmissions suivies après le service du petit déjeuner, ensuite les soins d'hygiène. L'après-midi, nous commençons à 13h45. Nous avons aussi les transmissions l'après-midi, la communication vis-à-vis des résidents, ainsi que l'hydratation, bien sûr, et être là pour eux en cas de besoin. S'ils ont envie de s'allonger pour pouvoir faire une sieste, nous sommes là pour répondre aussi aux sonnettes. Nous travaillons avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, nous avons dans les services des infirmières. Nous travaillons avec une ergothérapeute, une kinésithérapeute. Pour pouvoir faire ce métier, on a besoin d'être organisé, donc patiente, et aussi être à l'écoute, la disponibilité, la ponctualité et la communication. Et avec une équipe aussi pluridisciplinaire, ça engendre aussi la cohésion d'équipe. C'est très important. Pour la continuité des soins, les transmissions sont importantes, c'est-à-dire que l'aide-soignante qui travaille le matin doit ensuite faire des transmissions à l'équipe de l'après-midi pour pouvoir s'organiser pour le travail à suivre. Enfin, quand j'ai commencé en tant qu'aide-soignante, il n'y avait quand même pas beaucoup de garçons. C'est un avantage aussi dans un service d'avoir des garçons pour aider aussi au niveau de tout ce qui est manipulation. Pourquoi je suis aide-soignante à ce jour? Ce qui m'a donné l'envie, c'est en ayant fait mon CAP de coiffure. C'est vrai que c'est un domaine où j'avais quand même pas mal de personnes âgées. Ensuite, au bout de mes 2 ans, j'ai commencé à faire de l'allergie en fait. C'est pour ça que j'ai arrêté le métier de la coiffure. Et c'est pour venir après être soignante, pour être auprès de la personne. Cela ne m'empêche pas de continuer ce que je fais actuellement, c'est-à-dire la coiffure reste entre guillemets dans mes gènes parce que je l'utilise à bon escient justement dans mon métier aide-soignant. Donc, c'est-à-dire que je peux aussi avoir des horaires pour pouvoir faire des bains thérapeutiques. Et pendant mes bains thérapeutiques, je peux aussi faire une mise en pli pour leur faire plaisir, des brushings, ainsi que des couleurs. Je continue quand même à faire mon métier au niveau de la coiffure.
Et aussi, j'avais oublié, je coupe aussi les cheveux des hommes. Si on reprend en fait, donc comme on l'expliquait suite à la vidéo, c'est qu'on peut entrer à l'hôpital par deux biais, donc agent de service hospitalier. Donc en fait, l'agent de l'ASH peut se trouver dans deux endroits. Soit c'est un ASH au niveau des soins et donc il apporte son concours à l'aide-soignant pour les soins de confort et de bio-nettoyage. Et c'est surtout en gériatrie. Sinon, on peut être au bio-nettoyage, c'est-à-dire qu'il y a un rôle très important à l'hôpital pour réaliser les opérations de bio-nettoyage des surfaces et des locaux de l'établissement et pour maintenir un niveau d'hygiène adéquat. Comme on a eu une question sur le chat, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de diplôme particulier pour les agents de service hospitalier. Il faut juste avoir des connaissances opérationnelles en hygiène et des connaissances en gestes et postures de manutention parce que c'est un métier très très physique. Et après, on peut rentrer à l'hôpital ou en centre hospitalier. Surtout quand on cherche quel que soit le métier d'ailleurs vers lequel on souhaite s'orienter, il faut toujours bien être à l'aise avec je cherche quoi, quel sens je donne en fait à mon exercice professionnel. Et en fait, on voit bien que pour les métiers du soin, d'une façon générale, ça repose sur un triptyque. C'est la relation, puisque c'est un métier qui est, comme le disait Madame Le Relecq, basé sur la relation à l'autre, qu'il soit au sein d'une équipe et bien sûr avec des personnes que l'on a à prendre en soin. L'autre pied, dirons-nous, du triptyque, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnement, c'est accompagner quelqu'un dans les gestes de sa vie quotidienne, par exemple un résident en EHPAD, mais ça peut aussi être accompagner quelqu'un durant un moment particulier de sa vie, une hospitalisation, et puis ça peut être quelquefois tout simple, un simple petit moment, juste pour un examen, où vous avez un aide-soignant qui va venir vous accompagner, vous guider peut-être dans votre préparation pour aller au bloc opératoire, vous donner quelques renseignements sur la technique qui va être utilisée. En tout cas, voilà, on est dans cette dimension d'accompagnement, donc la relation, l'accompagnement, et aussi et surtout, là ma collègue le précisait bien, et on est tout à fait en phase avec ça, c'est bien aussi l'équipe, c'est-à-dire que l'aide-soignant travaille au sein d'une équipe. Alors, pour entrer dans une formation aide-soignante, aujourd'hui, il y a plusieurs voies d'entrée, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, et d'ailleurs, vous allez pouvoir retirer votre dossier à partir du 5 février sur le site de l'IFA de Saint-Brieuc et sur les autres sites d'autres instituts. Donc, si vous avez cette année, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une suppression des épreuves écrites. Donc, il y a plus d'épreuves écrites à passer. Ce qu'il vous faut produire, en fait, c'est une lettre de motivation et vous serez reçu par un jury qui sera d'un étudiant et d'un cadre formateur pour justement évaluer, dirons-nous, la teneur de votre projet. Donc, vous voyez, il n'est pas question d'arriver avec de grandes connaissances en outils. Si vous en avez, tant mieux. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on va rechercher. Ce qu'on va rechercher, justement, c'est quelles sont vos attentes par rapport au métier. Et nous, au travers de l'entretien, on voit si, dirons-nous, c'est compatible avec votre souhait de rentrer en formation. Et puis, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que accéder à un métier, c'est d'abord se former. Et la formation, c'est vraiment un moment à part. C'est-à-dire que nous, quand on vous voit en entretien pour le concours, on ne cherche pas à recruter un aide-soignant ou une aide-soignante. On va regarder si vos aptitudes, si votre expérience, si vos envies, dirons-nous, sont compatibles avec le fait de suivre cette formation qui, il faut quand même le savoir, est exigeante parce que vous allez aller au-devant de choses qui sont souvent heureuses, qui est la guérison. Mais vous pouvez aussi être face à des choses qui sont plus difficiles à vivre, que sont la maladie, mais malheureusement aussi quelquefois la mort. Donc, il faut aussi qu'on puisse voir avec vous dans quelle mesure vous avez cette capacité à pouvoir travailler sur vous pour faire face à tout ça. Donc, ça, c'est l'entretien de recrutement. Par contre, si vous avez des métiers en lien avec la santé, type auxiliaire de vie sociale, AMP, AES aujourd'hui, accompagnateur éducatif et social,
Si vous êtes assistant de vie aux familles, si vous êtes ambulancier, vous avez des dispenses de formation et vous pouvez rentrer via un procédé qui s'appelle la passerelle. Hein. Donc, vous faites la formation de façon, dirons-nous, partielle. Alors, on va passer à la diapo suivante dans laquelle vous voyez 3 grosses bulles. Hein. Et sur ces 3 grosses bulles, vous voyez qu'actuellement, cette formation, elle fait en clair et sans décodeur 10 mois. Et vous avez une forte partie de stages et de cours. Alors, je passe très rapidement là-dessus parce que, en fait, vous allez voir, il y a une réforme qui est en cours. Alors, le programme de la formation, on va le voir sur la diapo suivante. Vous voyez, il y a 8 modules actuellement. Et vous voyez, il y a le module 1, l'accompagnement, le module 2, l'état clinique, le module 3, les soins, l'ergonomie, la communication, l'hygiène, transmettre des informations, règles professionnelles et déontologiques. Alors, vous allez voir pourquoi je vais assez rapidement sur ce programme-là, puisque c'est la dernière année où il est organisé de cette façon. Je vais passer aussi à la diapo suivante, si vous voulez bien, sur les modalités d'évaluation, où vous voyez bien qu'il faut à la fois valider des compétences en stage, mais aussi valider ce qu'on appelle des modules théoriques à l'Institut. Alors, on va passer à la dernière diapo, si vous voulez bien, et là, vous allez voir dans cette dernière diapo, là, je vais être plus long, je vais prendre le temps de vous expliquer un certain nombre de choses. En fait, ce qui se passe, c'est que à partir de cette année, enfin à partir du mois de mars-avril, nous allons aller vers ce qu'on appelle un nouveau référentiel de formation. Pour l'instant, les modalités de sélection restent les mêmes, celles que je viens de vous expliquer. Par contre, regardez bien dans le tableau, on retrouve un certain nombre des compétences que je vous avais citées tout à l'heure. Vous voyez, au lieu de 8, il y en a 10. Ce qui fait qu'en fait, cette formation va augmenter en temps. C'est-à-dire de 10 mois de formation, on passera à partir de la rentrée 2021 à 12 mois de formation. Et le niveau de formation va s'élever, il va être reconnu à un niveau supérieur. C'est actuellement la formation aide-soignante est reconnue au niveau 3, c'est-à-dire en dessous du bac, hein, donc BEP. Et à l'issue de la formation aide-soignante, maintenant, enfin en tout cas à partir de la sortie 2022, ce diplôme sera reconnu au niveau 4, donc c'est-à-dire au niveau bac. Et d'ailleurs, par rapport à tout ça, il y a déjà des tractations qui sont en cours pour aussi augmenter le niveau de la reconnaissance dans la fonction publique hospitalière, puisqu'il passerait aussi de la catégorie C à la catégorie B, avec tous les enjeux de salaire que sont justement ce passage de catégories. Alors, si on revient rapidement sur les domaines d'activité, vous voyez, on retrouve 5 domaines d'activité qui sont clairement, dirons-nous, expliqués. Vous voyez, le premier, il n'y a pas de surprise, c'est bien l'accompagnement. On retrouve ce domaine d'activité qui est prégnant dans le métier d'aide-soignant, c'est celui d'accompagner, vous voyez, en repérant les fragilités. C'est quand même une compétence d'aide-soignant que de repérer ces choses-là, puisque, comme vous l'expliquez, Madame Lorelec, vous êtes en grande proximité, en très forte proximité avec ces personnes-là. Alors, il faut savoir que je fais un petit zoom sur aide-soignant. Actuellement, dans les groupes professionnels et plus particulièrement dans la société savante dans laquelle justement s'élaborent ces dispositifs de formation, il se pose même la question de changer l'intitulé même d'aide-soignant, parce que l'aide-soignant est un soignant à 100%. Pourquoi l'appellerait-on aide-soignant? Il est soignant. Donc l'appellation est très ancienne, elle date des années d'après-guerre, je crois, et même plus ancienne auparavant, mais elle n'a pas été reconnue en tant que telle. En tout cas, elle est rentrée dans les statuts, dans l'après-guerre. Et donc, il y a même une réflexion qui est en train d'être menée justement pour que l'aide-soignant soit reconnu dans son titre comme un soignant à part entière. Le deuxième bloc du domaine d'activité, vous voyez, il est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'équipe et l'observation. C'est-à-dire que vous avez l'équipe, on travaille en équipe, vous voyez, intégrer les qualités, évaluer l'état clinique et justement collaborer avec l'infirmière. Vous voyez, le domaine d'activité 2, c'est bien observer, c'est bien une qualité d'aide-soignant, de vraiment observer, d'être au plus près, de pouvoir recueillir un certain nombre d'informations et après, avec ces informations-là, pouvoir
déterminer quels sont les soins, quelles sont les organisations, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour cette personne, pour lui permettre de vivre, en tout cas, correctement, mieux, ou pour aller vers sa guérison. Donc, c'est pour ça qu'il y a une collaboration, vous voyez, avec l'infirmière. Alors, sachez qu'au niveau de la société savante, on est aussi un petit peu sur la défensive par rapport à ça, parce que l'aide-soignant collabore avec une myriade de professions. Et Madame Le Relais le précisait tout à l'heure, l'aide-soignant, il est vraiment cheville ouvrière. Il va travailler avec l'ergothérapeute, il va travailler avec le kiné, il va travailler avec le diététicien, il va travailler avec l'infirmier et l'infirmière, il va travailler avec le médecin, il va travailler avec une myriade de professionnels. Et donc, il y a un travail fait justement pour lui reconnaître une autonomie plus forte que celle qu'il a actuellement et reconnaître aussi ses spécialités. Alors, le troisième bloc d'activité, c'est un bloc qui est en lien avec la communication. Donc, vous voyez là ce qu'il y a de particulier par rapport aux autres, à l'autre dispositif de formation. Avant, on reconnaissait une compétence de communication plutôt orientée vers la personne soignée. Là, si vous regardez bien, les compétences en communication, elles sont très élargies. C'est-à-dire qu'on reconnaît des compétences pour les soignants avec justement la personne et son entourage, ça peut être la famille, les aidants, tout ce que vous voulez, mais on voit aussi qu'il y a aussi cette capacité à pouvoir communiquer, c'est-à-dire accueillir les personnes qui débutent dans le métier, vous voyez, informer et accompagner les pairs, les personnes en formation et les professionnels. Donc, on reconnaît cette compétence à l'aide-soignant aujourd'hui de pouvoir accompagner ceux qui débutent dans le métier ou ceux qui sont en formation. Donc ça, c'est vraiment des évolutions qui sont importantes et qui sont la preuve d'une reconnaissance montante dirons-nous, du ministère par rapport à ce métier des soignants. Le quatrième bloc de compétences, là, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On voit, il est vraiment un bloc qui est essentiel. Hein, vous savez que les mains tuent des millions de personnes dans le monde entier si on ne fait pas attention. Et on voit bien aujourd'hui avec notre épidémie de Covid que si on ne se lave pas les mains, il peut y avoir des malades et des morts. Et donc, le garant de l'hygiène dans un centre hospitalier, bien sûr, avec l'équipe des hygiénistes, hein, que sont souvent des pharmaciens, des médecins et bien sûr des infirmiers, vous avez dans le service la déclinaison opérationnelle de l'hygiène, c'est l'aide-soignant. Hein. Et donc, il est, lui, en lien avec l'entretien de l'environnement immédiat. C'est lui qui garantit, dirons-nous, une espèce de bulle autour de la personne pour lui éviter d'attraper un tas de cochonneries. Et on sait que c'est vraiment très difficile. Voilà, donc on est dans l'entretien, on est dans la partie, on va dire, hygiène pour parler très, très simplement. Vous verrez, il y a aussi repérer les risques. Tout ça, c'est en lien avec la démarche qualité, mais ça, c'est quelque chose qui s'aborde durant la formation. Et puis, le dernier bloc 5, il est vraiment un bloc qui met vraiment en lumière, enfin en évidence, tout ce qui est justement la communication de l'aide-soignant, vous voyez, par différents outils de communication, parce qu'aujourd'hui, pour communiquer, pour transmettre, ce qu'on appelle transmettre dans notre jargon, c'est-à-dire donner des informations sur le patient à d'autres membres de l'équipe, il existe des outils informatiques. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine aisance avec l'outil informatique si on veut entrer en formation. Maintenant, si on ne l'a pas, on peut apprendre tranquillement. Ce n'est pas des outils très sophistiqués, mais en tout cas, vous aurez le temps d'apprendre à les utiliser. Donc, pourquoi c'est vraiment ce bloc-là, il est vraiment une forte reconnaissance du métier. C'est que vous voyez, on reconnaît les soignants dans ce qu'il récolte, donc ce qu'il a à transmettre, donc ce qu'il voit, ce qu'il fait, c'est très important pour la personne qui est soignée, mais c'est aussi organisé. Il organise l'activité autour de la personne, et c'est ces professionnels-là qui vont être souvent, je reprends le terme de Madame Le Relais, qui vont être la cheville ouvrière. Et puis, on voit la dernière compétence, c'est identifier les risques à mettre en œuvre. Voilà, sur les actions d'accompagnement de la personne, c'est vraiment, vous êtes auprès de la personne, si vous voyez quelque chose de dangereux, en fait,
vous devez pouvoir le signaler pour qu'on solutionne ce problème. Mais ça, dirons-nous, c'est des choses qui sont un petit peu plus sophistiquées, mais qui s'apprennent au fil du temps. Voilà ce que je voulais dire, moi, par rapport à cette formation. Mais ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que cette formation, on a bien vu, c'est vraiment, on peut y accéder par différents exercices. On peut y accéder par aussi par le fait d'avoir exercé en tant que, dirons-nous, ASH. C'est une première approche. Mais à partir de ça, on peut aussi partir du métier d'aide-soignant, c'est-à-dire, quand j'entends par partir, c'est-à-dire aller vers d'autres métiers. C'est-à-dire que le métier d'aide-soignant peut aussi être un tremplin vers une double compétence en faisant, par exemple, le parcours avec les ambulanciers, c'est-à-dire avoir une double compétence aide-soignant ambulancier et prétendre à travailler dans un service d'urgence ou dans un SMUR. Mais ça peut aussi partir vers des fonctions infirmières, c'est-à-dire rentrer en formation infirmière, mais ça peut aussi partir vers d'autres métiers comme les accompagnateurs éducatifs et scolaires. En tout cas, il y a toute une ramification de métiers, et ça, c'est vraiment très intéressant que de se dire que ce sont des métiers qui n'enferment pas. C'est-à-dire que ce sont des métiers qui sont très ouverts, parce que vous avez un tas de possibilités. Il n'existe pas deux carrières de professionnels érotiques. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir deux carrières. Il y a nécessairement des changements dans votre carrière où vous allez changer d'affectation, vous allez changer d'établissement, vous allez faire des formations. Et donc, en fait, vous avez d'une certaine façon, votre carrière, elle est unique, elle est singulière. Et du fait aussi de la rareté actuellement de ces métiers, ce qui est important, c'est que vous avez aussi un certain choix dans vos établissements. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un métier qui est très attractif parce qu'il emploie beaucoup. Et donc, ça permet aussi de se dire, voilà, moi, je peux plutôt orienter ma pratique vers ceci ou vers cela, tout en sachant quand même, il faut quand même bien se le dire, que nos métiers du soin sont très orientés vers la personne, dirons-nous, d'un certain âge, pour ne pas dire âgé, parce que la population vieillit, on habite dans un département où la moyenne d'âge est assez élevée, donc si vous voulez faire de la pédiatrie, c'est quand même pas le segment où il y a le plus d'offres d'emploi actuellement à l'hôpital et dans les établissements. On voit bien que l'offre d'emploi, elle est surtout axée vers la personne d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain. Voilà, j'ai été bavard, mais les gens qui me connaissent le savent bien. C'est aussi la passion de transmettre des métiers qui sont magnifiques, mais pour pouvoir entrer dans des métiers passionnants, il faut aussi bien avoir fait le point avant sur pourquoi je vais rentrer dans cette formation. Donc, il y a la Cité Métier pour vous renseigner. On sait qu'ils font formidablement bien. Mais n'hésitez pas aussi à venir sur les portes ouvertes qui auront lieu cette année au mois de mars. Vous allez sur le site de notre institut et vous verrez les portes ouvertes. Ça vous permet de rencontrer des élèves, ça vous permet de peaufiner votre projet professionnel. Voilà. Alors, à vous les studios. Merci beaucoup, Monsieur Cohen. On va juste faire un petit résumé par rapport à la première partie parce qu'il y a eu des petites coupures. Et donc, on avait des questions sur le métier d'agent de service hospitalier. Donc, c'est vrai qu'on a expliqué. Pour rentrer comme agent hospitalier, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut? Donc, pour rentrer comme agent hospitalier, il faut être préférentiellement titulaire du baccalauréat. Donc, il y a des différents bacs en sanitaire et social, le ST2S. Il y a des bacs professionnels aussi d'accompagnement, comme disait mon collègue Franck. C'est vrai que, en fait, l'agent des services hospitaliers, pour rentrer en fait au sein d'une structure d'un établissement, soit EHPAD, soit le centre hospitalier, soit des cliniques, en fait, il n'y a pas de diplôme spécifique. Donc, il faut faire les démarches, c'est-à-dire un curriculum vitae plus une lettre de motivation qui permettra en fait que vous soyez pris en entretien par des agents des ressources humaines qui pourront justement analyser votre motivation et analyser votre parcours et vous proposer des postes. Sachant que il y a deux postes particuliers pour les agents de services hospitaliers. Soit vous êtes des agents de services hospitaliers au niveau des soins, et ça c'était essentiellement dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes que sont les EHPAD ou maisons de retraite si vous préférez. Et donc là, vous êtes en collaboration avec l'aide-soignant, le métier que vous a présenté
Franck, sur en fait, vous apportez votre concours à l'aide-soignant pour des soins de confort, mais également pour des soins de bio-nettoyage, sachant que en fait, l'hygiène est une donnée essentielle à la prise en charge des patients et des résidents au sein d'un établissement. Et autrement, vous pouvez être aussi agent des services hospitaliers au niveau du bio-nettoyage. Et là, vous avez en charge justement le bio-nettoyage des surfaces des locaux d'établissement. Et deux, donc si on est en EHPAD, parce qu'il y avait des questions, si on souhaite aller vers les centres hospitaliers, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on postule aussi? Est-ce qu'il y a des facilités ou pas? De toute façon, tout établissement, que ce soit un EHPAD ou un centre hospitalier, il y a possibilité de l'intégrer quand on est motivé, parce que c'est vraiment, je pense, la compétence qu'il faut avoir, c'est aimer ce métier, parce que il est prenant. Comme vous a dit Franck Cohen, c'est vraiment de l'accompagnement de personnes parfois en difficulté. Donc, il est important justement d'avoir cette réelle motivation et avec des entretiens, des bons entretiens, il n'y a pas de raison, si vous êtes motivé, pour intégrer un centre hospitalier. D'ailleurs, si on reprend le PowerPoint, juste pour vous, en fait, si vous voulez intégrer, alors en tant qu'aide-soignant, parce qu'en fait, on n'a pas fait spécialement en tant qu'agent de service hospitalier, mais si vous voulez, c'est un peu les mêmes démarches, sauf qu'il faut avoir le diplôme d'aide-soignant pour être aide-soignant. Mais en fait, si vous souhaitez intégrer le centre hospitalier en tant qu'aide-soignant, c'est la diaporama du coup. 15. Voilà, 15. Donc, en fait, pour les aides-soignants et les infirmiers, il y a différents lieux d'exercice qui sont très, très complets. Ce sont tous les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique. C'est pour ça service MCO. Des services de rééducation, que sont le SSR. C'est en fait, en tant qu'aide-soignant, en service de rééducation, vous êtes comme un accompagnement du kinésithérapeute dans la reprise d'autonomie du patient, ce qui est une autre facette de votre métier. Vous pouvez aller en gériatrie, vous pouvez aller dans des services médico-techniques comme l'imagerie médicale, la radiologie, mais également en stérilisation. Donc en fait la stérilisation c'est vraiment un service qui en fait est amené à stériliser tous les objets essentiels à la prise en soin des patients au centre hospitalier. Vous pouvez être dans différents services transversaux comme l'hygiène, comme la direction des soins. Et la richesse en fait de cette profession, c'est que en fait dans chaque service, vous allez apprendre et enrichir vos compétences. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de pouvoir changer d'affectation, de pouvoir changer de métier complètement, parce que un aide-soignant au bloc opératoire, c'est pas la même chose qu'un aide-soignant en rééducation, et c'est pas la même chose qu'un aide-soignant en EHPAD. C'est que, en fait, dans chaque service, vous allez apprendre des choses nouvelles. Sinon, comme je vous disais, par contre, pour les agents de service hospitalier, là, c'est surtout l'EHPAD et le bio-nettoyage. Sinon, on s'est renseigné auprès du centre hospitalier justement pour savoir quels sont les contrats qui pouvaient vous être proposés si vous faites appel à la vacance de poste. Donc en fait, quand on rentre au centre hospitalier dans un centre hospitalier, on est contractuel. C'est-à-dire qu'en fait, on a un contrat. On n'est pas titulaire de notre poste. Donc en fait, le premier contrat, en fait, oscille souvent entre 6 mois. Au départ, c'est 6 mois, voire 1 an. Puis après, vous passez sur des contrats d'1 an. Et en fait, c'est au bout de quelques années, donc plusieurs contrats en fait, que vous avez titularisé. Après une évaluation au niveau de de votre service qui sera fait par le cadre de santé. Sinon aussi, vous pouvez, donc ça c'est pour les vacances de poste, c'est-à-dire que en fait, quand il y a un poste qui se libère, sinon vous pouvez aussi être embauché en tant que contrat d'été. C'est-à-dire que vous arrivez en fait, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que le centre hospitalier travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année.
Et donc, en fait, pour permettre au personnel titulaire de pouvoir partir en vacances, il y a beaucoup de contrats en fait l'été pour le remplacement des congés d'été. Et c'est pour ça que vous pouvez rentrer par ce biais-là, donc les contrats d'été. En gériatrie, en général, on vous fait des contrats d'1 an. Et dans les autres services, c'est en général 6 mois. Sachant que, comme vous disait Franck Cohen tout à l'heure, c'est un métier très attractif. Et donc, en fait, tous les établissements sont à la recherche de nouveaux agents. Donc, il y a des besoins permanents en agent de service hospitalier, en aide-soignant et voire en infirmière. Si on reprend aussi au niveau des salaires, parce que c'est important, c'est vrai que les salaires sont relativement attractifs, c'est-à-dire que en fait là vous voyez en fait les salaires proposés en salaire net mensuel. Donc en fait un agent des services hospitaliers touche environ 1 500 €, une aide-soignante 1 600 € et une infirmière 1 700 € plus associé à ça des primes et des indemnités, parce qu'en fait, comme vous le savez, vous travaillez les week-ends et en fait, on a des primes de week-end quand on travaille. Donc, c'est 45 € par dimanche travaillé. Et associé aussi, selon dans l'endroit où vous travaillez, il y a des primes spécifiques qui s'appellent des NBI. C'est en fait des primes en fonction de... Donc, il y a une prime spécifique en gériatrie également. Si l'on revient en fait sur ce métier d'aide-soignant, c'est que en fait il y a des perspectives importantes. C'est que en plus du diplôme proposé, la formation proposée par l'IFPS, il y a également aussi, une fois qu'on est aide-soignant, c'est un service de formation continue qui nous permet des formations de mise à niveau, des spécialités. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous souhaitez en fait travailler en pédiatrie, même si c'est pas spécialement le secteur qui embauche actuellement, mais ça peut vous arriver. En fait, maintenant il y a des auxiliaires mère-enfant, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes aide-soignante et puis vous avez une formation particulière sur l'accompagnement des mamans, des enfants plutôt. Et donc qui permet en fait de travailler en maternité. Il y a aussi les doubles compétences avec auxiliaire de puériculture et aide-soignant. Et tout ça en fait vous permet en fait de changer de service et donc de changer pratiquement de métier en fonction du service. Si vous souhaitez en fait travailler au centre hospitalier de Saint-Brieuc, je vous ai mis une diaporama de contact en fait, mais on vous les remettra en fait dans les la Cité des métiers vous permettra d'avoir accès à ces numéros de téléphone. Donc, vous avez 2 numéros de téléphone et des adresses email où vous pouvez, en fait, elles sont là pour répondre à vos questions, pour prendre aussi vos CV, vos lettres de motivation et pour faire des entretiens avec vous. Donc, voilà par rapport au métier d'aide-soignant. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est un métier riche. C'est un métier avec une forte évolution et qui pourra permettre aussi d'aller vers un autre tremplin. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter le tremplin infirmier qui sera sur une prochaine présentation. Parce que l'infirmière, c'est un métier à part. Juste peut-être avant de partir sur infirmier, est-ce qu'il y avait des questions tout à l'heure en termes de formation? Si je suis en ASH en EHPAD, quel module me reste-t-il à passer pour devenir aide-soignant? Donc ça, c'est plus pour vous, Monsieur Cohen. Oui, alors ce que justement, je voulais prendre la parole par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, et ça va répondre à la question de la personne. Faut savoir aussi qu'on peut devenir tranquillement aide-soignant en prenant son temps. C'est-à-dire que quand on est ASH, on va acquérir, enfin agent de service hospitalier, on va acquérir un certain nombre d'expériences. Et cette expérience, en fait, on peut la capitaliser pour entrer dans ce qu'on appelle un dispositif de validation des acquis d'expérience, qu'on appelle VAE. Vous connaissez sûrement cet acronyme. Et en fait, l'ASH, si elle n'a pas de diplôme, s'il n'a pas de diplôme avant d'entrer, dirons-nous, dans un établissement, il n'y a pas de dispense de modules. C'est-à-dire que seuls les métiers en santé que j'ai nommés tout à l'heure,
enfin médico-social, assistante vie aux familles, aide médico-psychologique ou AES, auxiliaire vie sociale, ambulancier. Ces fonctions-là ouvrent à justement une dispense de module, mais pas la fonction d'ASH. Par contre, la fonction d'ASH offre quelque chose de très intéressant sur lequel on travaille de plus en plus, c'est la validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire que vous pouvez prétendre à avoir validé, par exemple, si vous avez été pendant 1 an, 2 ans dans un service qui accueille des personnes âgées, vous pouvez valider, par exemple, le module qui va être en lien avec l'accompagnement, avec l'hygiène, si vous avez fait un certain nombre de formations, voire l'ergonomie, peut-être la relation communication. Donc, en fait, ce qu'il faut bien se dire, et c'est ça tout l'intérêt justement de ces fonctions du soin, c'est que dès que vous commencez à travailler, vous êtes d'une certaine façon en formation et vous capitalisez de l'expérience qui a de la valeur après pour évoluer vers d'autres fonctions en utilisant justement cet outil de formation, en tout cas de reconnaissance de vos compétences, qui est la VAE. Donc, pour répondre clairement à la personne, non, il n'y a pas de dispense de modules pour les ASH qui n'auraient pas qui n'auraient pas de diplôme que cité tout à l'heure, mais en travaillant comme ASH, on capitalise de l'expérience qui peut être reconnue au sein d'une démarche VAE. Voilà. Merci. Et donc là, c'était une autre question aussi. Est-ce qu'on arrive à faire des stages d'immersion, même malgré le contexte? Alors, les stages, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on laisse entrer en stage, dirons-nous, un minimum de personnes. Il faut savoir que sur la première vague, on est même allé beaucoup plus loin. Il y a certains établissements qui avaient carrément fermé leur établissement aux stagiaires. Fort heureusement, le centre hospitalier de Saint-Brieuc a eu une toute autre posture et a laissé ses élèves, et a même repris les élèves des autres, au sein de ses services pour justement continuer les stages. Donc actuellement, vous comprendrez bien que les stages sont limités à partir du moment où il y a une utilité. Je ne dis pas que l'immersion n'est pas utile, mais on va dire qu'actuellement, elle est moins utile parce qu'elle ne permet pas d'arriver à un diplôme tout de suite. Donc, on laisse rentrer le minimum de personnes dans les services. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que les stages d'immersion soient si faciles d'accès que ça, justement par rapport à ces limites-là. Voilà. Le mieux peut-être, plus qu'une immersion, on vous propose des contrats pour vous immerger d'une certaine façon. Vous pouvez très bien prendre un contrat d'ASH dans un EHPAD, ou vous pouvez prendre un contrat d'ASH dans un centre hospitalier, et ça constitue d'une certaine façon un stage d'immersion rémunéré. C'est une façon un petit peu détournée, certes, de pouvoir explorer le milieu du travail et ce milieu hospitalier ou médico-social. Donc ça peut être une possibilité de contourner la difficulté du moment. Voilà. Et alors, est-ce que quelqu'un qui est commercial, qui a 47 ans et qui voudrait aller dans les métiers de la santé, pourrait se diriger vers ASH ou aide-soignant? Aucun problème. Aucun problème. Il faut savoir que dans nos formations, l'âge moyen en fonction des promotions va de 28 à 32 ans. Ce qui veut dire qu'on a des gens qui ont 17 ans qui côtoient des gens qui en ont plus de 50. Vous voyez, donc le projet de devenir aide-soignant, c'est un projet de presque tous les moments de la vie professionnelle. Il n'y a pas de limite d'âge pour rentrer dans une formation aide-soignante à partir du moment où on passe les visites médicales, parce que vous avez 2 visites médicales à passer, enfin une visite médicale, pardon, c'est pour les ambulanciers, il y a 2 visites d'aptitude, parce que on se doute bien que si vous avez des gros soucis de santé, ça peut malheureusement vous fermer la porte à certains métiers et pas que celui d'être-soignant. Voilà. À partir du moment où vous êtes apte physiquement, il n'y a aucune raison, il n'y a pas de condition de diplôme pour entrer dans ces formations-là. Donc c'est vraiment que vous ayez un bac, que vous n'en ayez pas, que vous ayez arrêté l'école à 14 ans ou à 16 ans, que vous soyez allé jusqu'au master, on en a de temps en temps, que vous soyez informaticien dans le textile, maître chien ou cuisinier. Je dis des métiers qu'on a dans nos promotions. Tout ce petit monde-là possède ce qu'il faut pour devenir aide-soignant.
Et quand on a été commercial, en général, on a d'excellentes capacités relationnelles. Il faut juste savoir les utiliser, dirons-nous, dans un autre contexte, c'est-à-dire voilà, au service de la personne, peut-être pas pour lui vendre des trucs qu'il n'a pas besoin, mais en tout cas pour l'amener peut-être à se déplacer, pour le motiver pour manger, voilà. Donc c'est-à-dire que en fait une vie professionnelle, elle est faite d'expériences. Et ce qu'il y a de formidable dans les métiers du soin, c'est que beaucoup de nos expériences sont transférables dans ces métiers du soin. Et le commerce, c'est un métier qu'on retrouve beaucoup dans les métiers du soin, pour plein de raisons, parce qu'une certaine fatigabilité par rapport au sens, peut-être, justement, dont je parlais tout à l'heure. Et on retrouve beaucoup de gens issus du monde du commerce dans nos formations, et souvent du secteur bancaire aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, je le sais, mais je vous le dirai pas. Mais enfin, en tout cas, on nous le dit, mais je vous le dirai pas. C'est les gens qui nous expliquent pourquoi. Hein. Et en fait, qui viennent dans ces métiers, ils transfèrent, ils se rendent compte au bout de quelques semaines que ce qu'ils ont acquis durant leur expérience professionnelle, bah, ça se transfère. Et donc ça, c'est très réconfortant de voir que dans les métiers en santé, on n'est jamais vraiment débutant, puisque être en relation avec les autres, on l'est depuis notre plus tendre enfance. Voilà. Alors, il y a d'autres questions, mais avant de continuer sur les questions, est-ce que on devait avoir un témoin? Est-ce que le témoin est arrivé du coup? Non, le témoin n'est pas arrivé et je peux vouloir nous en excuser. En fait, ce témoin, c'était quelqu'un qui travaillait en radiologie, qui était brancardier en radiologie et qui a souhaité, dirons-nous, reprendre ses études pour devenir ambulancier. Donc, il a passé 10 mois à l'IFA de Saint-Brieuc. Pendant cette période, il a fait un certain nombre de stages qui l'ont ouvert justement à plus de services dans l'hôpital et à plus d'activités. On l'a envoyé dans des maisons d'accueil spécialisées, et toutes ces choses-là, alors que au sein du centre hospitalier, il n'existait pas ces services-là. Et ça l'a ouvert à bien dirons-nous, d'autres champs d'activité de l'aide-soignant. Et actuellement, il travaille sur ce qu'on appelle le plateau technique de cardiologie. Et ça l'a vraiment motivé. Et il sent que dans les années à venir, il reprendra bien son cartable et sa tablette pour repartir vers une autre formation qui est celle d'infirmier. Voilà, donc tout ça pour vous expliquer, ce témoignage il était très intéressant parce qu'il montre justement qu'à partir d'une fonction où il a commencé dans l'hôpital comme agent de bio-nettoyage, il est ensuite arrivé au brancardage, puis là il a suivi sa formation d'aide-soignant et il espère d'ici quelques années intégrer l'IFSI pour poursuivre son cursus de formation. Voilà, donc c'est vraiment des professionnels. Exactement. Quand on parle d'IFSI, on est d'accord, d'infirmier. Oui. Pardon? Quand on parle d'IFSI, on parle d'infirmier. Alors, quand on parle d'IFAS, c'est Institut de formation des aides-soignants. Quand on parle d'IFSI, c'est Institut de formation en soins infirmiers. Quand on parle d'IFPS, c'est-à-dire le grand bâtiment que vous voyez à Madier, on parle d'Institut de formation des professions en santé, dans lequel vous allez retrouver les infirmiers, infirmières, les aides-soignants, aides-soignantes, les ambulanciers, ambulancières, les auxiliaires ambulanciers. Vous allez aussi voir les formations professionnelles, donc des gens comme Madame Leroellec qui peuvent venir suivre une formation, ou moi-même venir suivre une formation dans mon propre institut, parce que je suis professionnel de santé. Voilà, donc c'est Institut de formation des professions en santé. Alors, juste avant de passer au métier d'infirmier, parce qu'on avait envie aussi ce soir de vous présenter un petit peu le métier d'infirmier, mon collègue à l'écran vous a mis pour information les centres de formation uniquement sur les Côtes d'Armor qui proposent la formation, le diplôme d'état d'aide-soignant, donc notamment en formation initiale. Donc, quand on parle de formation initiale, c'est la formation qui s'adresse aux personnes qui sont toujours en milieu scolarisé. Donc, vous voyez que sur le département, on a quand même différents centres de formation, dont également une formation en apprentissage. Et puis, sur la diaporama suivante, vous avez aussi ce qu'on appelle la formation continue, c'est-à-dire qui s'adresse aux personnes qui ont quitté le milieu scolaire et qui souhaiteraient s'inscrire. Donc là, c'est la diapo d'après. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit peu moins de centres, mais vous voyez notamment que l'IFPS de Saint-Brieuc, dont M. Cohen, propose aussi bien la formation initiale
que la formation continue, à savoir qu'aujourd'hui, si on souhaite rentrer dans la formation, notamment d'aide-soignante, je ne me trompe pas, on passe par Parcoursup. Pas du tout. Alors, on ne vous entend plus, il faut juste remettez votre micro. Je vais prendre la main. Il est son. Et dans les velléités de comment un moment de pouvoir mettre la formation d'aide-soignant sur Parcoursup, ça ne s'est pas fait. Donc, pour l'instant, ce n'est pas du tout sur Parcoursup. D'accord. Même si dans les tuyaux, il y a la création d'une plateforme de type Parcoursup pour gérer les dossiers des candidats aides-soignants, mais actuellement, ce n'est pas du tout sur Parcoursup. Parce que justement, c'est une formation qui n'est pas post-bac. Et donc, c'est pour ça que vous ne la retrouvez pas sur Parcoursup, mais vous la retrouvez, si vous voulez vous postuler, il suffit d'aller sur le site internet des différents instituts de formation et retirer un dossier à partir de février, à partir du 5 février. Merci. Voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas, donc par rapport au centre de formation, vous retrouvez la liste chez nous, ou effectivement, sur la vidéo, vous avez très important aussi, Monsieur Cohen, vous parlez des portes ouvertes, donc celle à l'IFPS de Saint-Brieuc, ce sera quand du coup? Alors, les portes ouvertes pour l'IFAS, donc les aides-soignants et les ambulanciers, ce sera le 13 mars. Et malgré Covid, il y aura quelque chose à distance peut-être ou... C'est une formation, on avait prévu ça en janvier. Et en fait, au regard du Covid, on s'est dit on va organiser un webinaire. On n'a pas été convaincu par l'efficacité du webinaire parce que tous les ans, on reçoit quand même plusieurs dizaines, pour ne pas dire centaines de candidats qui apprécient de visiter l'Institut, de rencontrer nos élèves. Donc, le webinaire n'offrait pas toutes ces possibilités d'interaction. Donc, on prend le pari de pouvoir le faire, on espère, en mars, avec les gens qui auront été vaccinés, peut-être. Alors, du coup, on va repasser maintenant la parole à Madame Le Rouellec et on va faire un petit flash sur le métier d'infirmier. Oui, comme on vous le disait, en fait, et c'est ça aussi un petit peu le lien de toute notre présentation, c'est que en fait, les métiers de la santé, ils sont tous reliés. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans un établissement par une porte, soit par infirmier, soit par ASH, soit par aide-soignant, et surtout évoluer. Et c'est pour ça qu'en fait, on voulait présenter justement que ce métier d'aide-soignant peut faire un tremplin vers l'infirmière, qui ont des missions un petit peu particulières. Donc, en fait, l'infirmière est là pour effectuer des soins, qu'ils soient de nature préventive, curative ou palliative. Et c'est surtout, l'objectif, c'est d'améliorer ou du moins maintenir l'état de santé des patients et aussi accompagner les patients, quel que soit leur motif d'hospitalisation. Donc, elles ont des compétences théoriques solides et actualisées qui sont dispensées par 3 ans en institut de formation en soins infirmiers. Elles ont également des aptitudes on va dire même physiques et manuelles, parce que pour prendre en charge donc des aptitudes gestuelles, de dextérité. Et on est encore sur un métier relationnel. On revient toujours à la relation à l'autre. Et donc, elles ont besoin de capacités relationnelles, d'écoute et d'humanité. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous présenter une infirmière qui exerce depuis 1 an au centre hospitalier de Saint-Brieuc à l'EHPAD des Capucins. Justement, qui était une ancienne aide-soignante, qui a fait même auparavant des études d'anglais et qui représente très bien ce tremplin en fait vers des métiers différents et vers les métiers de santé. Bonjour, je m'appelle Marjorie, j'ai 47 ans et je suis infirmière depuis juillet 2019. Au départ, rien ne m'amenait à travailler dans le domaine du médical. Je faisais des études d'anglais et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui me convenait. Et comme j'avais une maman qui travaillait à domicile chez les personnes âgées, je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier.
Donc, au tout départ, donc je suis devenue aide-soignante et j'ai travaillé pendant 13 ans en maison de retraite. Je me suis aussi spécialisée à l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en devenant ASG, assistante de soins en gérontologie. Ensuite, je pense que j'avais fait un petit peu le tour de mon métier. J'avais envie d'évoluer dans la profession et je me suis dit pourquoi pas devenir infirmière. J'étais intéressée par tout ce qui est soins techniques, etc. Donc j'ai passé le concours et je suis donc entrée en formation en 2016 et j'ai obtenu le diplôme l'année dernière. Actuellement, je travaille dans un EHPAD. J'ai toujours souhaité travailler auprès des personnes âgées parce que je trouve qu'ils ont beaucoup à nous apporter et c'est dans un secteur dans lequel je m'épanouis. Donc actuellement, je travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire et nous veillons donc au confort, au bien-être des résidents. Pour ma part, je suis plus donc axée sur le suivi médical des résidents. Je distribue les médicaments, j'organise les visites avec les médecins, je fais des soins techniques. J'ai aussi donc beaucoup de contacts avec les familles. Je participe aussi au projet de vie institutionnelle. Pour être infirmière, je dirais qu'il faut beaucoup de qualités humaines, évidemment, tout ce qui est respect, empathie, bienveillance. Il faut aussi avoir un bon relationnel. Il faut savoir écouter, savoir observer, analyser et puis également anticiper. Il faut avoir également une bonne endurance et donc garder la tête froide, je dirais, notamment lors de situations d'urgence qui pourraient se présenter. Par rapport aux horaires, moi, c'est des horaires qui me conviennent. C'est donc en poste du matin ou d'après-midi avec un week-end de travail sur 2. Alors, il faut évidemment être motivé et puis disponible. C'est un métier qui est quand même exigeant et rigoureux. Je considère que je reste toujours aide-soignante quand même malgré tout. J'ai toujours une attache pour mon métier, pour mon précédent métier. Et c'est un plus après une fois infirmière parce qu'on a déjà quand même des compétences. Moi, je m'épanouis dans mon métier, je n'ai aucun regret. Le métier d'infirmière est un métier qui se masculinise de plus en plus et c'est plus spécifiquement un métier féminin. C'est un métier aussi avec des perspectives d'évolution puisqu'il y a maintenant beaucoup de spécialisations. Par exemple, infirmière puéricultrice, infirmière de bloc opératoire et infirmière de pratique avancée. C'est dans les années à venir, l'infirmière, elle va être amenée à avoir de plus en plus de compétences dans un domaine bien précis. C'est un métier qui a de bonnes perspectives d'évolution de carrière. C'est une vidéo qui reprend un témoignage du coup récent. Très récent, comme vous avez vu, elle avait son masque. Voilà. Et elle était vraiment à cœur justement de présenter son parcours et de se dire que en fait, et comme vous avez pu l'entendre, elle était toujours, elle avait toujours le métier d'aide-soignant aussi dans la peau entre guillemets, c'est qu'elle veut valoriser aussi ce métier, donc ça permettait en fait de relier les deux. C'était le message qu'on voulait donner, en tout cas, c'est qu'il y a des passerelles. Donc, on peut très bien démarrer sur un métier parce qu'on a tendance à croire que c'est figé, en fait. C'était le message qu'on voulait donner. C'est surtout c'est le message qu'on voulait passer, oui. C'est-à-dire que c'est des métiers, les métiers de la santé, c'est tellement pluriel, c'est qu'il y a plusieurs, il y a, comme je vous disais, 250 métiers différents et que on peut rentrer dans ce milieu sanitaire et social et médico-social par de différentes façons. Et surtout, moi, ce que je voulais, sur lequel je voulais insister, c'est que en fait, il faut bien prendre conscience que un patient, en fait, autour d'un patient, il y a une multitude d'agents et une multitude de personnes.
et que chacun a sa place et que, en fait, chacun a son importance également. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait valoriser ces métiers d'agents de service hospitalier et d'aide-soignants, parce que c'est vraiment des métiers qui sont essentiels dans l'accompagnement des patients. Et c'est pour ça que c'est un métier enrichissant à ce niveau-là. Merci. Et Monsieur Cohen, est-ce que vous avez un petit mot pour conclure, vu qu'il n'y a plus de questions? Je pense du coup, on a été assez clair. Ben déjà, peut-être remercier la Cité des métiers de permettre de donner un peu de la voix à ces métiers qui sont souvent médiatisés dirons-nous, dans une certaine noirceur. Quand on regarde les médias, on parle très rarement de nos métiers sur les aspects les plus enrichissants. On parle souvent de la fatigue du soignant, on parle du burn-out du soignant, on parle du manque d'attractivité de ces métiers. C'est une réalité, ce qui est montré à la télévision, c'est vrai, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est pas Spielberg qui l'a fait. Le Covid et les applaudissements, je pense que c'est quelque chose auquel les soignants n'ont pas nécessairement été très sensibles, parce que c'est le soignant, il attend autre chose que des applaudissements, et surtout qu'il ne cherche pas à en avoir. Je pense que c'est pas un métier si on veut des applaudissements, je pense qu'il y a d'autres branches pour avoir des applaudissements. En tout cas, nous, les applaudissements, on les a au quotidien auprès des personnes que l'on soigne, auprès des personnes que l'on accompagne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est des métiers aussi de la discrétion. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas bien connus. C'est peut-être pour ça que c'est des métiers qui sont pas bien reconnus aussi, hein. On se rend compte qu'un éboueur est important, on se rend compte que ceci, que cela, c'est des métiers utiles, les autres, on parle de bullshit et tout ça. Oui, vous l'avez entendu comme moi sur la télévision, dans les réseaux sociaux. Les métiers du soin sont aussi avant tout des métiers discrets, et je pense qu'on est aussi malade de notre discrétion, mais je pense qu'on cherche pas non plus à se soigner, et on cherche pas non plus à faire des grandes affiches, devenez infirmier, devenez aide-soignant. Non, si on a envie d'y venir, faut y venir tranquillement. C'est pas comment il s'appelle, la Big Brother là qui vous appelle à venir au combat. Pas du tout, on n'est pas du tout dans cet esprit-là, et c'est en ça qu'il faut faire attention à l'esprit Covid. Là, les métiers de soins sont pas des métiers de guerriers. Et donc, j'attire toute votre attention, c'est votre vigilance par rapport à ça. Le Covid a pu révéler certains aspects un peu guerriers. C'est un vocabulaire qu'on a beaucoup utilisé. On partait en guerre, on allait au front, sauf que jamais personne n'a sorti de fusil, et tant mieux. Et donc, les soignants sont des pacifiques. Ce sont des artistes sans applaudissements. Et il faut le savoir quand on rentre dans ces métiers. C'est pas des métiers où on sera sur le devant. On est souvent dans l'ombre. On est dans l'ombre de la réussite. On est dans l'ombre de la guérison. On est dans l'ombre de la souffrance. Et rarement dans la lumière des glorioles et des spots de télévision, sauf quand ça va vraiment mal. Donc, c'est vraiment des très beaux métiers. Et c'est des métiers de la pénombre, il faut le savoir. Et c'est quelquefois aussi bien. Voilà. Donc, sachez que si vous rentrez là-dedans, vous n'aurez pas de médaille, vous n'aurez pas d'articles de journaux, vous aurez des applaudissements quand il y aura des milliers de morts et que votre voisin voudra plus de vous parce que vous sentez le Covid. Mais bon, faut le savoir aussi, c'est aussi des métiers magnifiques et discrets, et voilà. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire. Attention au Covid, à bien des égards. On espère au mois de janvier, ou du moins dans les mois 2021, vous proposer d'autres thématiques de la santé pour vous montrer que voilà, il existe différentes passerelles. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.